Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Samedi Politique. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Au programme de cette semaine, on va s'intéresser à l'arrivée du nouveau Premier ministre. Alors, statu quo ou durcissement du pouvoir avec Sébastien Lecornu, à quoi s'attendre? C'est ce que nous allons voir tout de suite. On va aussi s'interroger à la possibilité de craindre un embrasement intérieur ou à l'extérieur, au hasard, avec la Russie. On va répondre à toutes ces inquiétudes dans un instant, mais avant, chers amis, vous le savez, je compte sur vous pour le succès de cette émission. Alors pensez à cliquer sur le pouce en l'air, c'est très important. Pensez aussi à ajouter vos commentaires juste en bas et puis n'hésitez pas bien sûr à relayer cette émission au plus grand nombre. À tout de suite. Et à mes côtés pour cette émission, Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour monsieur. Bonjour Élise Blaise. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes président de Debout la France, vous êtes ancien député de l'Essonne, vous avez été député pendant 27 ans. Vous êtes toujours au conseil municipal de Yerres, la ville de l'Essonne, dont vous avez été maire aussi très longtemps. Alors Nicolas Dupont-Aignan, mercredi, François Bayrou a laissé sa place à Matignon, à Sébastien Lecornu, après avoir échoué à recueillir la confiance des députés. Si vous aviez été dans l'hémicycle, j'imagine que vous auriez voter aussi contre la confiance ? Bien sûr, mais surtout, j'aurais voté les motions de censure le lendemain de la censure de Barnier et de la nomination de Bayrou. Parce que ce qui est insupportable dans ce qui se passe, en tout cas pour moi, et je pense pour des millions de Français, c'est que le vrai problème, c'est pas le fusible, c'est pas Barnier, c'est pas Bayrou, c'est pas Lecornu. Le vrai problème, c'est Macron, qui suite aux législatives de 2024, n'a pas tiré les leçons de l'esprit des institutions du général de Gaulle de partir. Et donc, la seule façon de sauver la France aujourd'hui, j'emploie le mot « sauver », la seule façon de sauver la France, c'est de forcer Macron à partir et d'avoir une élection présidentielle où les Français choisissent un cap, une vision à 50 ans, un projet politique, et ensuite le conforte par une majorité législative. Ça, c'est la logique de la Ve République. Vous avez parlé de fusibles pour décrire les premiers ministres qui ont tous sauté un par un, comme les fusibles, justement. Qu'est-ce que vous répondez à ces commentateurs, notamment les journalistes, qui indiquent qu'à chaque censure d'un Premier ministre, à chaque chute d'un gouvernement, ça rajoute du chaos au chaos dans ce pays? Et ça, c'est l'énorme manipulation des esprits, auquel d'ailleurs donnent crédit les oppositions de droite, malheureusement, le Rassemblement national, puisque le Rassemblement national, à la fois dit à juste titre, et il y a eu un très bon discours de Marine Le Pen dans l'hémicycle qui disait c'est une catastrophe, la France perd du temps et tout, mais alors pourquoi donner du répit et dire on va quand même être constructif? Je veux dire, il y a une incohérence. Et donc, toutes les forces du système, et malheureusement le Rassemblement national est rentré dans le système aujourd'hui, toutes les forces du système donnent crédit à cette idée que la France, comme le Titanic, fonce vers l'iceberg, mais qu'il faut continuer à foncer vers l'iceberg parce que sinon, ce sera le chaos. Mais c'est de continuer comme ça qui va aboutir au chaos. C'est pas de laisser vivre, puisqu'on part du constat, et là il y a unanimité des forces d'opposition, et même du RN, et je m'en félicite, que chaque jour qui passe nous rapproche de l'iceberg. Chaque jour qui passe. Donc, moi j'essaye d'être cohérent dans la vie. Si chaque jour qui passe nous rapproche de l'iceberg, notre responsabilité sur le pont du Titanic, c'est d'enlever le capitaine et de tourner la barre le plus vite possible pour éviter l'iceberg. Pas attendre 2 ans, puisqu'on va tomber dedans. Non. Les forces politiques sont devenues totalement incohérentes. Et j'en prends 2 exemples très précis. Les LR, qui étaient dans une opposition molle, sont devenus complices de ce système et participent au gouvernement. Et le Rassemblement national, qui était dans une opposition ferme, devient les LR de l'époque. C'est-à-dire, je ne sais pas si je vais voter la censure, est-ce que vous allez être gentil, pas gentil. Voilà, si je peux me permettre, Nicolas Dupont-Aignan, le RN a voté la censure oui, de François Bayrou, Bayrou, contrairement au mais ils ont LR, attendu, sauf exception. Oui, mais ils ont attendu quelques mois. Et maintenant, Marine Le Pen nous dit, on va laisser sa chance. Attendez, ça, Nicolas Dupont-Aignan, de faire de la politique. Est-ce que le RN n'a pas raison d'essayer de faire adopter ses propres propositions au Premier ministre en place, plutôt que de le censurer a priori? Je fais l'avocat du diable. Hein. Mais non, mais vous avez raison, c'est votre rôle. Mais quelle naïveté!
À partir du moment où on sait que cet homme, président de la République, a détruit la France depuis 8 ans, l'a surendetté, laisse 500 000 étrangers arriver sur notre sol tous les ans, abandonne notre souveraineté à Mme von der Leyen, nous entraîne vers la guerre, le bilan est accablant. Quand je prends l'image du Titanic, c'est pas par hasard, on fonce vers l'iceberg. Et le principal parti d'opposition fait semblant, peut-être, de faire croire aux Français qu'il va voir ce que le Cornu propose. On va le juger sur pièce. Mais on nous a fait le coup avec Barnier, on a perdu X mois. On nous a fait le coup avec Bayrou, on a perdu des mois. La situation s'aggrave et on va recommencer ces jeux pitoyables de la 4e République avec quelqu'un qui, quelle que soit sa bonhomie, parce que c'est un type sans doute, et je le connais, qui est tout à fait aimable, mais qui est le complice en chef d'un homme qui, à la tête de l'État, détruit la France. Donc il y a un moment, je pense qu'il faut être clair, et c'est pourquoi j'ai toujours dit, et je n'ai pas changé, on ne peut pas me dire je change, censure à répétition, destitution. Et je ne veux pas qu'on laisse à Mélenchon le rôle d'opposition principale, parce que ça, c'est encore plus dangereux pour l'avenir. Et je pense que là, la situation est tellement grave qu'il faut que l'opposition soit beaucoup plus claire, ferme, quitte à déplaire aux médias et aux petits milieux parisiens qui fait croire aux Français que parce que le Cornu va arriver, miracle. Mais on a lu les mêmes articles quand Barnier est arrivé, on a lu les mêmes articles quand Bayrou est arrivé, on a lu les mêmes articles avec le pauvre le Cornu. Mais ça va changer quoi ? Donc, à un moment, je supplie les forces politiques qui ont des députés, que ce soit Marine Le Pen, Éric Ciotti, les LR, j'en parle même pas, ils sont partis dans cette folie de participer à ce naufrage. Je leur dis, réagissez. Il faut une épreuve de force. C'est pas le chaos. C'est l'esprit de la Ve République. De Gaulle l'a écrit dans ses cahiers avec perfites. Il l'a prouvé. Il a démissionné sur un référendum perdu. Il n'a pas créé le chaos. Du tout. Alors que c'était De Gaulle. Il a permis au peuple français de trancher et de choisir un successeur. C'est ce qu'il faut aujourd'hui. Et Debout la France est le seul parti clair dans cette affaire. Bon, j'ai bien compris, Nicolas Dupont-Aignan, que vous accordiez pas énormément d'importance à ce qu'a pu raconter Sébastien Lecornu, mais si vous voulez bien, on va quand même l'écouter quand il est arrivé à Matignon. Il va falloir aussi changer, être sûrement plus créatif, parfois plus technique, plus sérieux dans la manière de travailler avec nos oppositions. Mais je le dis aussi, il va falloir des ruptures. Et pas que sur la forme, et pas que dans la méthode, des ruptures aussi sur le fond. La deuxième des choses, c'est de dire aux Françaises et aux Français qu'on va y arriver. Parce qu'au fond, vous venez de le dire, il n'y a pas de chemin impossible. Il faut qu'on arrive à mettre fin, au fond, à ce double décalage. Le décalage entre la situation politique et le décalage avec ce qu'attendent légitimement nos concitoyennes et nos concitoyens pour leur vie quotidienne, pour la situation économique et sociale, leur sécurité, bref, ce pourquoi, évidemment, nous sommes missionnés. Et ce décalage entre la vie politique du pays et la vie réelle devient préoccupante, et pas que pour celles et ceux qui gouvernent, pardonnez-moi, mais pour l'ensemble de la classe politique. Bon, Sébastien Lecornu n'a pas toujours été extrêmement clair dans son allocution. Il a toutefois appelé de ses voeux un changement, au moins de méthode. J'ai pas eu l'impression que vous étiez très convaincu pendant ce magnéto, Nicolas Dupont-Aignan. Non, mais c'est terrible, c'est terrifiant. C'est terrifiant. C'est terrifiant qu'un pays puisse encore croire ce cirque. Les Français n'y croient plus depuis longtemps. Mais ce sont des figurants, ce sont des marionnettes. Le vrai pouvoir est à l'Élysée. Et le vrai pouvoir était le même jour au Parlement européen où Mme von der Leyen a prononcé un discours que j'ai lu intégralement parce que j'ai voulu le lire. Je dois être un des seuls hommes politiques à lire encore les discours des uns des autres parce que je crois que les mots ont un sens et qui est la vraie patronne de la France. Donc, ce sont des figurants de Macron qui lui-même est un figurant de von der Leyen. Mais comment on peut croire ça ? Et si, je vous assure, des millions de Français n'y croient plus du tout. Et c'est ça le drame d'ailleurs, c'est qu'ils voient bien que tout ça est un théâtre,
un théâtre d'ombre. Et je ne sais même pas s'ils y croient eux-mêmes. Je vais vous dire, le pire, c'est que je pense qu'ils y croient eux-mêmes. Mais oui, mais c'est terrible parce que il y a plus de. Ce sont des hamsters qui sont dans leur roue et qui pédalent. La vraie question. Dommage que ça soit pas des lemmings. Oui, mais le changement, la rupture, c'est quoi, par exemple? Soyons concrets. C'est de mettre l'armée à nos frontières, c'est de réquisitionner des casernes pour avoir des places de prison, c'est d'affirmer la suprématie du droit français sur le droit européen, c'est de baisser massivement les charges des entreprises qui relocalisent tout de suite, c'est d'apprendre à lire à nos enfants. Je veux dire, je ne suis pas dans l'abstraction, mais ils ne feront rien de ça. Rien. Ils obéissent à un conseil constitutionnel où il y a un ramassis de pseudo-sages qui ont mis la France dans le mur depuis 20 ans. Ils obéissent à Mme von der Leyen qui n'a aucune légitimité. Donc, ils ont râlé contre le Mercosur, ils l'ont accepté. Mais ils n'ont aucune influence sur la réalité de la vie des Français. Et ils osent se parader. Et le pire dans tout ça, c'est que la classe politique d'opposition, parce que le problème, c'est pas ceux qui nous gouvernent, on le sait, que 15% des Français font confiance encore à Emmanuel Macron. Le plus faible score. Donc, moi, je ne vais pas venir ici... C'est encore beaucoup, quand même. Oui, mais je ne vais pas venir ici, Élise Blaise, pour critiquer Emmanuel Macron et ce pouvoir. Tout le monde a compris qu'il était pourri jusqu'à la moelle et qu'il ne gouvernait plus le pays. Voilà. Et qu'il laissait piller le pays. Tout le monde a compris. Donc, le problème aujourd'hui, et c'est là où je suis très en colère, c'est la nullité des forces d'opposition. C'est leur compromission permanente. C'est le fait qu'ils participent à ce jeu. Et le général de Gaulle, à la fin de la 4e République, était en dehors du système. Ils se prennent pour le général de Gaulle, mais ils magouillent dans les petites magouilles et ils vont aller négocier le bout de gras avec le cornu. Nicolas Dupont-Aignan, que les forces d'opposition sont quand même contraintes de respecter à minima la Constitution, les institutions. Mais il faut les respecter, bien sûr, mais les utiliser. Et il faut parler au peuple et dire aux Français, voilà, le pays est au bord de l'abîme, nous avons une espérance parce que nous avons un plan, un projet politique. C'est pas qu'on veut que M. Bardella soit Matignon. C'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est qu'on a un projet politique à mettre en œuvre. On a quelques mesures, ce que je présenterai au congrès de Debout la France samedi prochain, des vraies mesures, pas plus d'une dizaine, qui seront des électrochocs à la fois démocratiques, d'indépendance et de bon sens. Et parce qu'on voit que le pays part dans un précipice, on va demander au président de la République de partir. Et on va tous voter la motion de destitution et chaque parlementaire, chaque sénateur, chaque député sera responsable en conscience devant le peuple français. Marine Le Pen, je peux vous dire que si Marine Le Pen avait ce discours... La destitution, elle considère que ce n'est pas en accord avec l'esprit de la Ve République. Et pourquoi alors c'est un article de la Constitution ? Alors si je comprends bien, on va accepter d'être conduit à l'abattoir. Vous savez, dans les circonstances historiques graves, aucun compromis avec ceux qui mènent la France à la ruine. Aucun. C'est pas possible. C'est plus possible. Et d'ailleurs, la victoire des patriotes, au sens large de tous ceux qui aiment la France, des amoureux de la France, ne pourra venir que si les Français ont le sentiment qu'il y a une vision, une énergie et une fermeté. Et comment Donald Trump a gagné ? En allant cirer les pompes de Biden et en allant en s'écrasant ? Donald Trump a gagné tout simplement, et je ne cherche pas à imiter Donald Trump, je dis simplement qu'il y a une démarche politique. Donald Trump a gagné parce qu'il a dit aux Américains « aucun compromis avec ce système pourri ». Voilà pourquoi je suis en désaccord profond avec la stratégie de l'opposition. On verra un petit peu plus tard dans l'émission qu'il est parfois un peu contraint à faire quelques compromis tout de même. Mais, bien évidemment, mais il n'a pas gagné en participant aux petites soupes. Les Français, vous savez, si on continue comme ça, vraiment, on va arriver dans une situation insurrectionnelle. Et je mets en garde, le danger aujourd'hui, c'est pas Macron, il est fini encore qu'il peut utiliser l'article 16, qu'il peut nous mener dans une guerre en Ukraine, et c'est son objectif. Mais le vrai danger, l'autre danger, c'est Mélenchon. Si on laisse à Mélenchon le monopole de l'opposition radicale au sens noble du mot radical, alors là, on va avoir des soucis. Et Macron et Mélenchon jouent
ensemble, très habilement. Regardez ce qui s'est passé le 10 septembre. Alors justement, si vous voulez bien, avant de commencer à évoquer ce mouvement et cette journée de mobilisation, on va écouter quelques Français qui ont participé justement à ce mouvement. Voilà. Je m'inquiète pour l'avenir de mes petits-enfants. Il n'y a plus rien qui fonctionne en France. On est perdu. Je suis venu pour manifester et bloquer contre Macron et son monde en fait, tout simplement, puisque même s'il a fait sauter Bayrou, il nous a mis le cornu hier. Et c'est Macron qui continue à faire du Macron, donc on veut plus de pouvoir d'achat, de la justice sociale et de la justice fiscale. Et on veut aussi plus de démocratie, ce serait bien que ce soit respecté un peu dans ce pays. On a beaucoup de raisons d'être mécontent, d'être en colère. Et je pense que c'est un moyen d'action. C'est un ensemble de choses, notamment les jours fériés qu'on veut supprimer, les retraites, on tape toujours sur les classes moyennes, donc évidemment les retraités on les prend pour des entre guillemets privilégiés. Les petites retraites, quand il faut vivre avec 900 € par mois, alors on parle des retraités, les nantis, mais c'est loin d'être le cas. Les salaires qui n'évoluent pas, vraiment le peuple est maltraité, ça c'est clair. Et par contre, alors là, les financiers, ils s'en mettent plein les poches. Je suis pour, mais je suis contre s'il faut bloquer, par exemple, les transports en commun, parce que les gens qui doivent se rendre au travail, c'est eux qui sont toujours les victimes, et ça, c'est pas normal. Alors on a le sentiment, un peu duel, que les Français en ont ras-le-bol, mais quelque part ils sont un peu apathiques. On a vu que le mouvement du 10 septembre n'avait pas eu une répercussion très importante. On a vu également que la Banque de France avait constaté assez peu de transformation dans les modes de paiement, puisque tout le monde voulait, paraît-il, ne pas utiliser la carte bleue pendant cette journée de mobilisation. En réalité, ça n'a pas eu des conséquences notoires. Bien sûr. Alors, ce qui est intéressant, c'est que sur les principales chaînes publiques de télévision, jamais on a montré ce que vous avez montré. C'est-à-dire des gens qui voulaient manifester paisiblement, qui voulaient montrer leur désaccord, leur ras-le-bol, mais on a montré évidemment les casseurs, l'extrême gauche, un magasin en flammes, le drapeau palestinien, qui ont existé bien sûr. Bien sûr. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les Français ont beaucoup de bon sens, ce qu'ils ont dit là, mais qui ne veulent pas non plus être assimilés à cette espèce d'extrême gauche qui est le complice de Macron, qui est un jeu malsain permanent. Oui, mais Nicolas Dupont-Aignan, vous êtes un responsable politique. Et le deuxième... Comment ce que j'entends, cet argument de la récupération politique autour de tous les mouvements sociaux, globalement, depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron, c'est toujours l'extrême gauche qui fait capoter les mouvements, et c'est souvent le cas d'ailleurs. Mais comment expliquez-vous qu'il n'y ait pas des forces d'opposition qui proposent d'autres solutions, qui soient capables de donner des pistes à ces Français qui souffrent, qui se plaignent et qui se plaignent à raison ? C'est parce que, justement, les forces d'opposition patriotes ne sont pas claires, sont rentrées dans le système et ce faisant le cautionnent indirectement. C'est ça qui est grave. Et s'affaiblissent elles-mêmes. Moi, je ne donne ça que comme conseil. Je ne rêve que d'une chose, c'est la fermeté des forces patriotes et leur unité. Une grande coalition. Mais, si vous voulez, à partir du moment où il n'y a pas d'opposition claire et que la seule recherche de l'opposition, c'est de se faire adouber par les journalistes du système, de se faire respecter par ceux qui ruinent la France, comment voulez-vous que le peuple retrouve confiance ? Et le deuxième point, c'est que le peuple français, il attend de voter. La démocratie, c'est pas de manifester, c'est de voter. Et pourquoi le général de Gaulle, et je reviens aux institutions, il y a des textes magnifiques de Gaulle. Pourquoi de Gaulle a créé le référendum ? Pourquoi de Gaulle l'a utilisé 5 fois en 10 ans ? Il n'a pas été utilisé depuis 2005. Pourquoi il a démissionné pour créer un électrochoc présidentiel ? Parce qu'il savait que l'histoire de France est une histoire compliquée, protestataire, avec des hauts et des bas, de grands bas et de quelques hauts. Et que la seule façon de débloquer le système, c'est de voter. Et d'ailleurs, il l'a fait lui-même sur la crise terrible algérienne. Donc, il y a un moment, on ne peut pas en vouloir aux Français, d'ailleurs, il y en a un qui l'a dit, puisqu'on ne leur donne plus le droit de vote. Et que quand ils votent, on leur dit « circulez, il n'y a rien à voir », puisque le pouvoir a été donné à Bruxelles.
Parce que c'est ça quand même la réalité. On arrive à l'épuisement d'un système parce qu'on ne veut pas voir l'éléphant qui est dans la pièce. Et l'éléphant qui est dans la pièce, c'est que le pouvoir n'appartient plus à ceux qu'on élit. Et donc, c'est pourquoi j'ai cet engagement souverainiste, indépendantiste, démocratique. De sortir de l'Union européenne. De revoir, de dissoudre l'Union européenne. J'ai trouvé le terme cet été. Voilà, ça sera peut-être plus clair. Je pense qu'il y a deux solutions. Soit on sort, ça sera peut-être la dernière extrémité. Avant, je voudrais qu'on essaye de la dissoudre. Ça veut dire quoi, la dissoudre? C'est-à-dire d'abord de faire un moratoire pendant 6 mois sur toutes les règles, armée à nos frontières, on applique le droit français avant le droit européen, on ne donne plus d'argent, on assèche. Ça, ce sont des décisions unilatérales. À la Trump, on décide. Ça va brailler, hurler. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Et on va à Strasbourg, à Bruxelles, et on dit, voilà, maintenant, on dissout l'Union européenne. De toute façon, si on ne la dissout pas, nous, on s'en va. Et on reconstruit avec les pays qui veulent une Europe très légère, de subsidiarité, qui correspond à l'idéal européen. Il ne s'agit pas de tout envoyer balader, il s'agit de dire quels sont les pays qui veulent suivre la France pour reconstruire quelque chose de bien. C'est construire une autre Europe. C'est plus que ça. C'est rendre aux nations leur souveraineté, frontières, lois, budget, et à terme monnaie. Et c'est dire aux pays qui veulent, suivez-nous, on va le faire ensemble. Deux solutions. Soit on est isolé, ça ne marche pas, ils veulent rester dans ce capharnaüm et on s'en va avec un référendum, c'est le Frexit. Soit ça marche, et c'est l'avantage énorme, c'est qu'on ne s'en va pas en laissant à côté de nous un paquebot de 26 pays qui va toujours nous menacer, nous embêter, et qui peut d'ailleurs faire revenir des régimes en France favorables, mais on a dissous cette structure malsaine, dangereuse, et on repart sur des bases saines d'une Europe des nations libres, de coopération. Et je crois qu'il faut le tenter parce que je vois dans tous les pays d'Europe la volonté d'en finir avec l'Union européenne. Et si la France prenait l'initiative, je suis convaincu qu'on bouleverserait les choses. Donc vous le voyez, on a un énorme travail à faire en France, mais il faut desserrer le nœud coulant qui est autour de nous. Donc une dissolution de l'Assemblée nationale, aujourd'hui, ça ne vous satisferait pas? Non. C'est un pis-aller. C'est mieux que rien. Oui, c'est un pis-aller. Mais je suis convaincu qu'on dissout l'Assemblée nationale, on retrouve quasiment la même chose. Un peu plus de RN, un peu plus d'UDR, un peu plus, je l'espère, et je le souhaite. Mais et Jordan Bardella à Matignon, ça ne changera pas? Mais il faut avoir une majorité. Et comme le Rassemblement national ne veut pas travailler avec les autres, je le dis, Sarah Knafo a du talent. Pourquoi elle n'est pas dans le système, dans un front patriote? Pourquoi on ne fait pas ce qu'a fait Mélenchon avec son front républicain? Pourquoi on ne fait pas un front patriote? Pourquoi on n'arrive pas à faire travailler ensemble toutes ces personnalités de talent? Pourquoi Marion Maréchal n'est pas là autour de la table? Pourquoi Philippot, même s'il a des positions plus radicales sur le Frexit, n'est pas associé? Pourquoi? Je ne le comprends pas. J'ai à nouveau essayé d'appeler Marine Le Pen et Bardella comme Sarah Knafo, comme Marion Maréchal, comme ça. Ils ne veulent pas. S'ils ne comprennent pas que pour gagner, il faut une coalition très large. Et puis, je vais être provocateur encore plus. L'absurdité du système aujourd'hui, c'est que les LR style Wauquiez-Retailleau, qui sont quand même proches de nous sur le fond, essayent de chercher des accords avec des socialistes qui sont aux antipodes d'eux pour sauver un président qu'ils ont critiqué toute leur vie, alors qui serait beaucoup plus proche de nous, et que si vous regardez les programmes, les paroles, un Retailleau, un Wauquiez pourrait travailler avec Sarah Knafo, Marion Maréchal, votre serviteur, Bardella, Chenu et tout. Tout ce petit monde est beaucoup plus proche qu'on ne le dit. Il y a des désaccords, bien sûr. Quelqu'un comme Bruno Retailleau qui participe au gouvernement d'Emmanuel Macron, on peut considérer qu'il est patriote aujourd'hui? Mais il n'est pas, pour moi, patriote dans le sens que j'entends. Mais il est quand même plus proche sur la sécurité, sur l'immigration, sur beaucoup de choses, de nous, du moins dans les discours, que des socialistes. Donc on est dans un système de fous quand vous y réfléchissez. Vous avez le RN qui ne veut pas travailler avec les LR et les anciens LR, qui ne veut même pas travailler avec Marion Maréchal, Sarah Knafo et Nicolas Dupont-Aignan. Donc c'est quand même difficile. Vous avez les souverainistes, avec 3 partis, Asselineau, Philippot et moi, et on est incapable de les faire travailler ensemble. J'ai essayé aux européennes, ils ont fait chacun 2 listes. Et on a Retailleau et Wauquiez qui répètent à peu près, pas sur tous les sujets, mais sur beaucoup de sujets, des choses qui vont quand même dans le bon sens.
mais qui participent à un gouvernement qui fait l'inverse. Et qui vont tenter maintenant un accord avec le Parti socialiste. Mais comment voulez-vous que nos compatriotes comprennent quelque chose ? Mais attendez, cette génération n'est pas à la hauteur du défi historique. On a un défi historique. Alors, pour moi, pour être clair, je pense qu'il y a la petite coalition souverainiste qui devrait déjà être faite. C'est-à-dire que tous les souverainistes devraient travailler ensemble. Donc vous, Florian Philippot et François Asselineau. Oui, pour dire, voilà, notre projet pour se libérer de l'Union européenne, il y a des nuances, mais nous, on veut rompre avec l'Union européenne, c'est clair. Après, il y a des nuances, Frexit intégral, Frexit à plusieurs, etc. Il y a Philippe de Villiers qui vient de le dire aussi. Il y a même des personnalités plus à gauche, comme Michel Onfray, il y a des gens... voilà. Donc, ce que j'appelle la petite coalition souverainiste. On devrait quand même déjà essayer de se mettre d'accord, quand même. C'est insupportable. Et puis après, cette petite coalition souverainiste devrait faire partie d'une grande coalition qui est capable de gouverner. Et qui recueillerait sur des référendums. Vous feriez des référendums sur l'immigration, sur l'apprentissage du français à l'école, sur un nouveau code pénal. C'est ce que réclame Philippe de Villiers, justement. Oui, sur un nouveau code pénal, sur la suprématie du droit français sur le droit européen, sur la construction de 40 000 places de prison, sur l'armée à nos frontières. Mais 80% des Français sont d'accord. Donc le vrai problème aujourd'hui... Avant, je disais rien parce que je voulais pas gêner les uns les autres, mais maintenant, il faut mettre les pieds dans le plat. Le vrai problème, c'est pas le danger Macron, il est dangereux. Le vrai problème, c'est l'incapacité des leaders de l'opposition à trouver la bonne alliance qui permette de proposer aux Français une alternative rapide. Et s'il y avait cette capacité, je peux vous dire qu'il y aurait une raz-de-marée. Parce que les Français nous attendent. Alors, voilà, moi je ne cherche que ça. Je cherche à apporter des idées et je cherche à plaider l'union, mais sur des idées, pas l'union pour faire n'importe quoi. Et je veux qu'il y ait une fermeté vis-à-vis de Macron pour éviter qu'on parte dans le précipice. Voilà. Dans tout cela, il y a... J'espère que c'est clair. Un autre acteur que vous avez déjà évoqué à plusieurs reprises en toile de fond dans cette émission, c'est évidemment les médias. Cette semaine, enfin le week-end dernier plus exactement, on a vu cette séquence absolument incroyable avec les deux journalistes de France Inter, Thomas Legrand et Patrick Cohen, que vous aimez beaucoup d'ailleurs, parce qu'on avait déjà vu une séquence qui a ressurgi sur les réseaux où vous vous étiez un peu pris le bec. Bah, j'avais dit la vérité. Et donc on les a vus rencontrer deux cadres socialistes et expliquer concrètement qu'ils faisaient ce qu'ils devaient faire pour décrédibiliser la candidature d'Aty, si je caricature à peine. Est-ce que vous avez été surpris par cette séquence ? Non, mais elle a le mérite d'exister, et elle a le mérite, et je remercie là tous les groupes qui existent, parce que les jeunes, il y a une jeunesse extraordinaire, patriote, extraordinaire. Le groupe Frontières, des femmes patriotes, il y a plein de petits groupes, il y a toute une ébullition. En l'occurrence, c'est une révélation de l'incorrect. Oui. Ou l'incorrect, pardon, excusez-moi, je les confonds. Mais qu'importe, il y a toute une ébullition de jeunes patriotes entiers, droits, qui vont sauver la France. C'est eux qui vont sauver la France. Parce qu'il y a un moment, eux, ils ont voilà, et qui ont révélé ça. Et enfin, la vérité apparaît. Quand je l'ai dit sur le plateau de C'est à vous en 2019, mais attendez, j'ai été extrêmement critiqué. Même par les gens, voilà, on m'a dit que c'était pas bien, fallait pas le dire. En fait, on pourrait mettre sur la façade des partis politiques d'opposition, il ne faut pas dire ça. Il faut plaire. Plaire à qui ? À des gens démonétisés ? Bon, donc, alors on m'a beaucoup reproché de me les prendre de front, je m'étais pris à Paty parce que je lui avais dit sa vérité. Cohen, c'est pas contre lui, au sens personnel, c'est qu'il est et voilà, il sert la soupe du pouvoir. Et il organise des campagnes. C'est terrifiant ce qui se passe. Mais alors justement, comment... Et ils veulent censurer maintenant les réseaux sociaux avec Van der Leyen. Comment fait-on vivre la démocratie ? Comment fait-on vivre la démocratie avec des journalistes qui sont capables d'assumer en privé, évidemment, des positions telles que celles qui ont été exprimées lors de cette séquence prise par l'incorrect ? Comment faire vivre la démocratie avec des lois de plus en plus liberticides, souvent décidées au Parlement européen ? Comment peut-on faire vivre la démocratie avec un DSA ? Comment faire avec la censure bancaire dont TV Liberté a fait les frais et bien d'autres ? Comment fait-on cela ? Eh bien, justement, je dirais par un esprit de résistance. C'est village par village, cage d'escalier par cage d'escalier, retrouver un esprit de militantisme. Et je le dis toujours aux militantes de Debout la France, où d'ailleurs on a beaucoup de gens qui nous rejoignent.
Et ils nous rejoignent par les réseaux sociaux, même si on est souvent freiné. Ils nous rejoignent par ce que j'appelle l'esprit de résistance, c'est-à-dire qu'il faut aller frapper à chaque porte et dire aux Français « réveillez-vous ». Et c'est extrêmement difficile, extrêmement pénible. Nous sommes asphyxiés tous financièrement. Les banques ne veulent pas, ont ordre de ne pas accueillir des comptes. Vous imaginez que lors des élections législatives, mes candidats, j'ai dû saisir la Banque de France pour que mes candidats puissent ouvrir un compte. Vous imaginez, vous avez été essayé de vous faire taire. Nous sommes dans un pays qui n'est plus une démocratie. Et là aussi, j'aimerais que les grandes forces politiques qui ont plus d'audience que moi le disent, osent le dire. Et l'affaire Cohen est tout à fait symbolique. Mais cette émission, C'est à vous, elle est produite, il faut savoir par qui elle est produite. Le service public France 5 paye une société, et il y a M. Niel, et par des cascades qui sont des macronistes. C'est une émission macroniste. C'est à vous. Et j'ai pu être invité, d'ailleurs, depuis 2019. 0 temps d'antenne sur le service public, pour moi. Alors que je suis à 4% dans le sondage présidentiel. Et qu'il y a 19% des Français qui souhaitent que je sois candidat. C'est quand même incroyable. 0%. Et que j'ai fait plus que Madame Hidalgo, même si ce n'est pas une référence, parce que ce n'était pas un bon score. Mais on n'a pas le droit de m'invisibiliser à ce point. Mais alors, il n'y a pas que moi qu'on invisibilise. Hein. Bien sûr. Justement, Nicolas Dupont-Aignan, on a compris que vous appeliez de vos voeux la démission d'Emmanuel Macron, le cas échéant, la destitution efficace. Ah, le cas échéant. S'il ne voulait pas partir, oui, il faudra... pas partir. Certes. Donc le départ d'Emmanuel Macron et donc la convocation d'une nouvelle élection présidentielle. Dans ce cadre, si on prend la façon dont les choses se sont produites les 2 dernières fois, en 2017, avec une couverture médiatique d'Emmanuel Macron absolument incroyable, en 2022, post-Covid, on peut encore s'interroger sur l'honnêteté peut-être même de cette élection. Je ferai un parallèle avec la question vaccinale pendant le Covid. On parlait de consentement éclairé pour aller accepter la piqûre, pour aller voter. En réalité, est-ce que le consentement des citoyens est véritablement éclairé quand on voit certains partis pris des journalistes, comme on a pu le constater avec Thomas Legrand et Patrick Cohen, et quand on voit aussi une représentativité des candidats à la présidentielle qui est souvent très minorée pour certains ou majorée pour d'autres? Mais oui, mais ça, vous savez... Lech Walesa, en Pologne, sous le communisme, disait une chose extraordinaire. Il disait le propre des dictatures, c'est de faire croire aux citoyens qu'ils sont seuls. Mais nous sommes des millions et nous sommes majoritaires. Aujourd'hui, je vous dis, Élise Blaise, en conscience, et ce qui me donne la force de continuer, c'est nous sommes majoritaires dans le pays. Donc ça viendra. Ça viendra parce qu'un peuple comme le peuple français courbe les chines, mais à un moment, il ressort. Et je suis convaincu que ça viendra. Alors bien évidemment, c'est dur. Et je dis à ceux qui nous regardent, aidez-nous. Aidez financièrement, ceux que vous voulez. Allez sur les sites, intéressez-vous. C'est une question maintenant de survie. C'est une question de survie. Et un peuple comme le peuple français ne peut pas mourir. Donc je suis convaincu que c'est plus dur, que c'est épuisant, qu'il y en a qui mourront au combat, que c'est une... Voilà, mais que nous l'emporterons parce que la France ne peut pas mourir. Et la France ne peut pas être pillée par des gens pourris jusqu'à la moelle. Et la France ne peut pas, quand même, disparaître au profit de cette technocratie Union européenne. Mais c'est vrai que ça va être très dur. Très dur. Ils vont tout faire, puisqu'ils savent qu'ils sont minoritaires. Mais en revanche, le drame, c'est que les Français ne savent pas qu'ils sont majoritaires. Vous voyez ce que je veux dire? J'indique peut-être au passage l'existence de cette pétition, justement, pour un traitement équitable et égalitaire lors des élections présidentielles, puisque vous en avez souffert pendant les élections présidentielles auxquelles vous avez participé. 15 jours d'égalité de temps de parole. Et c'est Sarkozy qui voulait le supprimer et qui a réussi à le supprimer après, pour l'élection de 2017. Parce que Jean-Louis Debré, président du Conseil constitutionnel, et je le remercie, avait refusé de céder à la pression de l'ancien président. Il y avait 5 semaines d'égalité de temps de parole avant. Ils l'ont passé, dès que Jean-Louis Debré est parti et que Laurent Fabius est arrivé, ils l'ont passé à 15 jours. Et pendant 15 jours, il n'y a plus d'émission. Les grandes chaînes disent « Ah, on ne peut pas vous inviter tous avant. Donc on invite toujours les mêmes. » Et puis après, 15 jours, il n'y a pas d'émission parce qu'on ne peut pas inviter tout le monde, c'est trop compliqué. Ah oui, la démocratie, c'est compliqué. Qu'est-ce qui est devenu ce pays ? Donc, moi, je dis à ceux qui nous regardent,
Engagez-vous où vous voulez. Je ne suis pas là pour vendre ma boutique, ce n'est pas la question d'une boutique, on s'en fiche. La question, c'est engagez-vous, parlez, aidez. Vous avez entre vos mains la France. Et je suis convaincu que ça viendra. Malheureusement, j'aimerais qu'on n'attende pas des malheurs terribles. Voilà. Ce qui s'est passé aux États-Unis. Alors justement, ça tombe bien, vous me faites une transition parfaite, Nicolas Dupont-Aignan. On partons aux États-Unis avec cet influenceur pro-Trump, Charlie Kirk, qui a été assassiné par un sniper que, au moment où nous parlons, les États-Unis n'ont pas encore retrouvé, en plein débat public dans l'Utah. Je vous propose de regarder un petit résumé et puis aussi la prise de parole de Donald Trump. Le jeune homme évacué sur ce brancard, c'est Charlie Kirk. Cet influenceur conservateur, visage de la jeunesse pro-Trump, vient d'être tué d'une balle dans le cou en pleine réunion publique sur le campus d'une université dans l'Utah, dans l'ouest des États-Unis. Le tir serait parti d'un bâtiment voisin situé à moins de 200 mètres, sans doute d'un toit. Selon des témoins, le coup de feu a retenti au moment précis où Charlie Kirk était interrogé sur les tueries de masse. Le voici quelques instants plus tôt en train de s'adresser à la foule sur le thème du comeback de l'Amérique, comme il le faisait depuis des années sur les campus américains. C'est Donald Trump lui-même qui a annoncé la mort de Charlie Kirk sur son réseau social. C'est un martyr de la vérité et de la liberté, et il n'y a jamais eu personne d'aussi respecté par la jeunesse. À 31 ans, Charlie Kirk était à la tête du principal mouvement de jeunes conservateurs aux États-Unis. Il avait abandonné ses études pour se consacrer au militantisme. Chrétien et père de 2 enfants, il promouvait une conception ultra-traditionnelle de la famille et défendait le port d'armes à feu. Depuis des années, la gauche radicale compare des Américains formidables comme Charlie aux nazis et aux pires criminels et meurtriers de masse du monde. Ce genre de rhétorique est directement responsable du terrorisme que nous connaissons aujourd'hui dans notre pays, et cela doit cesser immédiatement. Et avant d'évoquer cette affaire, Nicolas Dupont-Aignan, je vous propose tout de suite de regarder une séquence de LCI. Les trumpistes, les MAGA, ils ne sont pas les victimes. C'est eux qui provoquent la haine dans la société américaine. C'est eux qui détruisent les institutions américaines. C'est eux qui meurent. Ils reçoivent ce qu'ils reçoivent. Alors c'est LCI, c'est pas une chaîne publique, pour une fois. Mais comment réagissez-vous à ce que de tels propos puissent être tenus à quelques heures après l'assassinat d'un homme innocent qui n'avait rien demandé et qui défendait ses idées en toute démocratie là. C'est abominable. C'est abominable. C'est à vomir. Mais c'est pas que cet homme sur LCI. Tout est inversé. C'est Orwell. Les mots n'ont plus de sens. Les mots sont inversés. C'est insupportable. C'est la même chose sur le conflit en Ukraine, c'est la même chose sur le Covid, c'est la même chose sur la transition écologique, c'est la même chose sur la GPA, le woke. Tout est inversé. Et parce que ce qu'il dit, c'est quoi? Si la fille s'est fait violer, c'est parce qu'elle avait une jupe trop courte. C'est ça qu'il dit. On pourrait penser qu'il irait jusque-là, effectivement. Oui, mais c'est ça. Prochaine étape. C'est abominable. Mais ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout parce qu'ils voient que leur système s'effondre. Donc, ils sont prêts à tout. Et ils sont prêts à tuer. Et là, ce meurtre, c'est un meurtre contre Trump. C'est un signal. Qui a échappé à plusieurs tentatives de meurtre, on parce le rappelle. Parce que si Trump n'avait pas bougé sa tête, vous auriez peut-être Kamala Harris présidente. Et vous auriez la guerre en Ukraine. Encore plus. Donc, vous auriez... Donc, ce que je veux dire là, c'est un avertissement pour Trump. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus que la violence pour empêcher le peuple de l'emporter. Et ce qui se passe... Mais ce qui se passe est terrible dans notre pays. Je vais vous donner un exemple que je regardais hier, incroyable. Olivier Véran, qui est responsable de milliers de victimes, qui a empêché des traitements comme l'ivermectine ou l'hydroxychloroquine qui auraient pu sauver des milliers de personnes du Covid, qui a menti sur le vaccin qui soi-disant empêchait la transmission alors qu'on savait que ça n'empêchait pas, qui a laissé dans les maisons de retraite euthanasier des milliers de personnes avec du Rivotril, qui a caché les effets secondaires et l'aspect expérimental des vaccins. J'assume ce que je dis.
Parce que la c'est vrai justice ce que n'a pas reconnu ce que vous dites. Non, la haute cour, mais regardez les vrais experts. Eh bien, cet homme-là était sur la même mission, macroniste, avec l'inénarrable Michel Simès, et vont fonder une chaîne de télévision, soi-disant pour défendre la santé, en fait, pour défendre les laboratoires pharmaceutiques. Mais c'est abominable. Et regardez ce qu'il disait sur Kennedy. Pourquoi je venais là-dessus ? Kennedy, qui est un ministre de la Santé exceptionnel aux États-Unis, qui est en train de faire le ménage contre les conflits d'intérêts, qui est en train d'assainir... Il est présenté comme un complotiste anti-vax. Mais il est présenté en France, mais comme l'abomination. Mais c'est incroyable. Et j'ai fait une vidéo où j'ai détaillé une interview de Kennedy aux États-Unis, que j'ai traduite en français, que j'ai commenté pour que les Français sachent ce qu'il dit. Et où il essaye d'assainir un pays où il y a un problème d'alimentation, de maladies chroniques, d'obésité. Enfin, c'est un homme exceptionnel, Kennedy. De drogue, d'addiction avec le fentanyl. C'est un homme exceptionnel. Il est présenté en France, dans tous les journaux, comme un complotiste anti-vax, alors qu'il n'a jamais été anti-vax. Il était pour certains vaccins, mais il veut que les vaccins soient contrôlés par des experts indépendants. Quand même pas la moindre des choses. Et vous voyez, tout est inversé. Mais je vais vous dire, ils ne pourront pas gagner. Parce qu'à un moment, le bien et la vérité l'emportent sur le mal. Et c'est un martyr, il a raison, Trump. Et dans sa mort, il va être utile pour éveiller le regard des Américains et j'espère des Français. Mais les Français, ça va être dur parce que tous les journaux, je le disais ce matin, le présentent comme un horrible bonhomme. Ce jeune Charlie Kirk. Homophobe, tout. Il n'a jamais été homophobe ni rien. Il demande simplement qu'on respecte ceux qui veulent vivre comme ils veulent. Enfin, tout est inversé. Tout est inversé. C'est pourquoi il faut que les Français résistent. Moi, je donne un message d'espoir. On va y arriver, oui. On ne va pas y arriver en étant des paillassons comme les autres. On va y arriver en se tenant debout et en redressant la France. On va y arriver. Parce qu'à un moment, la France va renaître. Il ne faut pas que ceux qui nous écoutent, et les souverainistes et patriotes, sombrent dans la compromission ou dans la résignation. Donc on va y arriver, on est obligé d'y arriver, on n'a pas d'autre solution. Si on continue un tout petit peu avec la politique internationale, Nicolas Dupont-Aignan, Donald Trump avait fait à plusieurs reprises la promesse d'arrêter la guerre en Ukraine, d'abord en 24 heures, après en quelques jours, après en quelques semaines, en 100 jours plus tard. Bon, force est de constater que c'est très difficile, qu'il affronte des forces visiblement très motivés contre lui, qui ne veulent pas que cette guerre s'arrête. Aujourd'hui, vous avez déjà dit tout à l'heure que Emmanuel Macron voulait conduire la France plus loin vers la guerre en Ukraine, vers une participation à la guerre en Ukraine. Comment voyez-vous les choses aussi bien du côté américain que du côté français ? Est-ce que vous craignez, si je dois caricaturer, est-ce que Emmanuel Macron vous fait peur sur cette question ? Oui, bien sûr, très peur. Il est prêt à tout. Parce que c'est en fait sa survie politique. Elle est double. D'abord, en entraînant la France vers la guerre, il se protège politiquement, il détourne l'attention des problèmes intérieurs. Ensuite, et j'ai fait une autre vidéo sur YouTube là-dessus, il veut, en fait, être président de la Commission européenne et succéder à Van der Leyen. J'en suis convaincu. Et c'est pour cela qu'il y a une cohérence que je ne comprenais pas, et cet été j'ai compris, pour être à ce point abandonné et trahir les intérêts de la France, sur l'énergie, par exemple, le prix de l'électricité, financièrement. La France a engagé 40 milliards en Ukraine. 40 milliards d'engagements. La France... On vous répondra que ce sont des prêts. Hein. Non, ben, pas tous. Non, il y a beaucoup de dons. Et il y a pire. La France vient d'accepter un emprunt de 150 milliards de l'Union européenne. 150 milliards. Ça veut dire que la France devra rembourser 18%. D'accord ? Ça fait 27. Plus les intérêts, ça fera au moins 40 dans quelques années. Et la France ne recevra que 16 d'armement. La Pologne va en recevoir 43. Donc, le gouvernement culpabilise les Français sur la dette et nous dit qu'il faut 44 milliards d'économies, mais, alors pas en un an, mais il a déjà engagé 40 milliards pour un conflit monstrueux. Et ce qui est terrible géopolitiquement, et je voudrais que ceux qui entendent les médias traditionnels m'écoutent là-dessus, c'est que Donald Trump est très fort. Donald Trump fait la paix avec Poutine pour renouer des relations économiques. Et il le fait pour une raison unique, principale. Retrouver des terres rares que la Chine lui bloque. Parce qu'en fait, Donald Trump a cédé à la Chine parce que la Chine a bloqué les terres rares. Et Donald Trump a compris que
soit il faisait alliance avec la Russie pour avoir des terres rares, soit il resterait faible vis-à-vis de la Chine. Donc Donald Trump s'est réconcilié avec Poutine, vous verrez ce que je vous le dis, il y aura une reprise des relations économiques, il va avoir les terres rares ukrainiennes et russes, mais comme son complexe militaro-industriel n'est pas content de cette paix, mais c'est extraordinaire, il a trouvé le truc. Il utilise la bêtise des leaders européens pour faire payer par les Européens les armes américaines qui vont continuer d'alimenter un conflit, une espèce de cicatrice purulente au cœur de l'Europe. Ah, ils sont forts, les Américains. Ils ont fait détruire le gaz Nord Stream, ils nous ont entraînés dans cette guerre en Ukraine. On achète notre gaz 4 fois plus cher aux États-Unis. On affaiblit notre industrie. Ils laissent un petit conflit, puisque les dirigeants européens y tiennent. Bon, allez. Les Européens, les Français payent des milliards pour acheter des F-35 en Pologne. Et la Chine et les États-Unis se frottent les mains. C'est la destruction de l'Europe pour 50 ans. C'est la ruine industrielle, c'est l'affaiblissement, c'est que l'Europe est en train de sortir de l'histoire. Tout ça parce que des chefs d'État inconscients se servent du conflit ukrainien, qui est une terrible guerre civile. Il y a des torts, les torts sont partagés d'une certaine mesure, parce que bien sûr, maintenant Poutine veut avancer et il va profiter. Mais c'est quand même les Américains qui ont commencé. Ce que tout le monde dit aujourd'hui, de manière réaliste, le louche le dit très bien, c'est les Américains qui ont voulu avancer, Biden et toute la cirque, pour affaiblir la Russie. Donc c'est un conflit qu'il faut apaiser. Et Trump avait raison. Mais les Européens ne veulent pas. Donc il a trouvé le truc. Enfin, les dirigeants européens. Les dirigeants, vous avez raison. Donc il a trouvé le truc, payez. Les Américains ne donnent plus un centime, $1 aux Ukrainiens, et c'est les Européens qui payent. Et qui achètent des armes américaines pour tuer encore plus d'Ukrainiens. Est-ce que quand vous avez vu arriver... Je sais pas, Quand vous avez vu arriver Sébastien Lecornu à Matignon, qui est quand même ancien ministre des Armées, clone d'Emmanuel Macron dans l'esprit de certains, est-ce que vous vous êtes dit que c'était un nouveau pas de l'engagement d'Emmanuel Macron et sa coalition des volontaires dans l'Ukraine ? Oui, mais je pense qu'en fait, tout le monde sait que notre armée n'a absolument pas les capacités de rentrer là-dedans. Donc je pense qu'Emmanuel Macron agite ça, et puis aimerait bien envoyer des soldats, et il serait ravi que, sans aucun doute, qu'il y ait des escarmouches, comme il y a eu avec l'affaire des drones. D'ailleurs, on ne sait pas si ces drones sont vraiment russes, ukrainiens, on va voir. Biélorusses. Voilà, donc... mais on sent... Vous parlez des drones russes, pardon, qui ont survolé l'espace... Enfin, qui ont, nous dit-on, survolé l'espace polonais, aérien. En fait, on voit bien que ces gens-là, vous le voyez, sont à l'affût du moindre incident pour l'exploiter et nous entraîner dans la guerre. Quitte à le fabriquer ? J'en sais rien. Je ne dirais pas ça. J'en sais rien. Mais on voit bien qu'ils sont à l'affût. Dès qu'il y a le moindre incident, au lieu d'apaiser, au lieu d'avoir des chefs d'État calmes, qui essayent d'apaiser, de trouver un compromis, comme Trump l'a fait avec Poutine, non. Ils sautent comme des cabris sur l'affaire, parce qu'en fait, ils ne savent pas ce que c'est que la guerre. Parce qu'en fait... Ils ne sauront pas, d'ailleurs. Non, et puis parce qu'en fait, c'est tellement facile de faire la guerre avec des soldats de procuration qui sont les pauvres Ukrainiens. Parce que ça fait quand même 3 ans qu'on fait tuer des Ukrainiens pour faire monter la cote de popularité de Macron. C'est ça, en fait. C'est abominable. Mais les Français ne sont pas dupes. Les Français ne veulent pas la guerre. Alors pourquoi les forces politiques, là aussi, d'opposition, épousent le narratif du pouvoir ? Pourquoi ? Comment vous l'expliquez ? Je ne sais pas. En tout cas, moi, j'assume ma position. J'estime qu'on avait la chance historique avec Trump de faire la paix. J'estime qu'il y a un plan de paix possible. Il est toujours le même. Retrait des troupes russes en échange d'un référendum au Donbass, d'une zone d'autonomie affiliée à la Russie, entre la Russie et l'Ukraine, démilitarisation de l'Ukraine, zone neutre, soldats de l'ONU autour des centrales nucléaires, rétablissement de la circulation en mer Noire. Tout existe. Mais c'est la clé. Je voudrais que les Français comprennent, parce qu'ils sont totalement intoxiqués, beaucoup de Français, par la propagande. Je voudrais qu'ils comprennent que leur prospérité économique est liée à ça. Parce que si on continue à acheter le gaz 4 fois plus cher qu'en Chine ou aux États-Unis, notre industrie est rayée de la carte. C'est ce qui se passe. Et si notre industrie automobile, d'acierie est rayée de la carte, il n'y aura plus de force productive en Europe. Donc, il y a un moment, moi je veux bien qu'on sacrifie les Français sur l'autel d'un conflit du Donbass, mais à ce moment-là, on va au Yémen, on intervient dans tous les conflits du monde. J'aimerais qu'on ait un regard un peu plus lucide sur
la ruine que nous entraîne ce conflit. Et la Chine et les États-Unis en profitent pour liquider l'Europe. Liquider l'Europe, ça veut dire qu'on sera une puissance de seconde zone dans les 50 ans qui viennent. Ça, c'est quand même plus important que de savoir quelle taxe Zuckman il faut mettre, ou si... mais on ne peut pas en parler à la télévision française. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on ne m'invite plus. Eh ben vous en avez parlé. Merci beaucoup Nicolas Dupont-Aignan. Les téléspectateurs peuvent vous retrouver s'ils le souhaitent au congrès de Debout la France à hier, le 20 septembre. Ouvert au public, sur inscription sur notre site internet. Et puis signer la pétition, parce que c'est vrai que l'équité... On va l'afficher tout de suite et je mettrai le lien dans les descriptions. L'équité du temps de parole est fondamentale si on veut pouvoir un vrai débat démocratique. Après, les Français choisissent. Merci beaucoup Nicolas Dupont-Aignan. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que cette émission vous a plu. N'oubliez pas, pensez au petit pouce en l'air pour nous aider. Ça améliore le référencement et donc forcément la visibilité. Et puis, je vous retrouve dès à présent dans les commentaires. À bientôt et à la semaine prochaine.